Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec MEDAS, www.medas-instrument-au-pluriel.com. Et accédez désormais à tous les anciens numéros de Ciel et Espace grâce à l'abonnement numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ciel-et-espace.fr. Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute des éphémérides radio de Ciel et Espace. Comme chaque mois, conseils d'observation, coup de cœur, conseils photos et récits astro seront au programme de cette émission. Elle démarre avec la liste des phénomènes célestes observables en ce mois de septembre 2022. L'essaim d'étoiles filantes des Alpha Aurigides est à son maximum le 1er. Mars croise Aldébaran et les Hyades le 4. Jupiter et la Lune se lèvent ensemble le 11. Uranus est occulté par la Lune le 14. Neptune passe à l'opposition le 17, la Lune offre une belle lumière cendrée le 22 et Jupiter enfin passe à l'opposition le 27. Nous commenterons les plus marquants de ces phénomènes célestes en compagnie comme chaque mois de Cyril Birnbaum et de Sébastien Fontaine. Cyril nous dévoilera sa chronique photo en deuxième partie d'émission et Sébastien nous racontera sa petite histoire d'astronomie dans quelques secondes. Messieurs, bonjour. 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 Alors Sébastien, je me tourne vers vous pour commencer. Chaque mois, c'est vous qui démarrez cette émission en nous racontant une anecdote liée à l'histoire de l'astronomie. Quel est le sujet de votre chronique ce mois-ci ? Alors aujourd'hui, on rend hommage à une astronome, Williamina Fleming. On a déjà parlé d'elle à quelques reprises derrière ces micros. Donc, Madame Fleming est née en 1857 à Dundee. Donc non, je ne parlerai pas de Crocodile Dundee, un film que vous aimez beaucoup et qui parle d'explorateurs australiens. Et qui parlera aux plus jeunes d'entre nous. Et exactement, un peu de culture. Vous connaissez mon appétence pour le bon cinéma. Donc je reprends. Donc cette dame est née à Dundee, c'est une petite commune qui se trouve à 100 km d'Édimbourg. On est en Écosse. Son père était connu pour être un sculpteur et surtout un pionnier de la photographie. Et ça, c'est important pour la vie et la carrière de Williamina, que son père était photographe. En fait, c'est une enfant assez précoce, très talentueuse à l'école, et à 14 ans, elle commence d'ailleurs à jouer le rôle d'enseignante dans son village. À 20 ans, elle se marie. Un an plus tard, elle émigre avec son époux aux États-Unis, s'installe du côté de Boston. Williamina tombe vite enceinte, et là, patatras, son mari l'abandonne. Il paraît que ça se fait encore aujourd'hui, ça c'est catastrophique. Et donc Williamina se retrouve enceinte jusqu'au cou, sans ressources. Et donc en 1878, eh bien, elle cherche un emploi, elle ne peut pas faire autrement. Et elle trouve un poste de servante chez Edward Charles Pickering, qui doit vous parler. Oui. Et donc, oui, voilà, c'est cet astronome, directeur de l'observatoire de Harvard, où il collecte depuis déjà quelques années des données spectrales sur les étoiles, notamment grâce à l'astrophotographie presque naissante. Et donc, c'est Pickering qui a recruté de nombreuses collègues astronomes féminines, comme Annie Jump Cannon ou Henrietta Leavitt, et bien sûr Williamina Fleming. Et on parle même encore aujourd'hui parfois du harem de Pickering. Je pense qu'il faut arrêter avec ce terme. Mais bon, en tout cas, il était entouré de femmes dans son observatoire de Harvard. Mais je reviens à notre Williamina. Donc, elle travaille avec Pickering. Celui-ci remarque très vite les capacités intellectuelles de notre Écossaise. Et donc, il lui propose rapidement un emploi à mi-temps à l'observatoire. Donc, en gros, elle fait un mi-temps bonne à tout faire à la maison et puis un mi-temps à l'observatoire à travailler sur les spectres. Donc, rapidement, elle apprend à mesurer la magnitude des étoiles, à analyser les spectres. Et puis, bon, au bout de quelques années, Pickering se rend compte qu'elle est quand même plus efficace à l'observatoire qu'à tenir le linge de maison. Et donc, il lui propose un emploi à temps plein à l'observatoire. Il lui confie de plus en plus de responsabilités. Et notamment, elle va superviser l'équipe féminine de l'observatoire. Elle va d'ailleurs très vite mettre au point un nouveau système de classification des étoiles, et c'est là qu'elle décide de les répartir en 14 groupes au départ, étiquetés de A à O. Vous connaissez très bien cette classification, O, B, A, F, G, K, M, etc. Et donc son système de classification
repose sur la mesure de l'intensité des raies de l'hydrogène des étoiles, et donc en fait les étoiles de classe A présentent des raies, les raies les plus fortes, et puis leur intensité va décroître progressivement pour les classes suivantes. Donc elle va classer comme ça environ 10 000 étoiles. Ça dépasse l'entendement, sans ordinateur, sans calculette. Et un premier catalogue est publié en 1890. Elle va aussi travailler sur les étoiles variables, découvrir quelques dizaines de nébuleuses. Pickering souhaite vraiment récompenser sa protégée, mais il ne parvient pas à lui faire remettre de médailles honorifiques. Alors elle va quand même recevoir une médaille, mais de l'Académie des sciences, je crois, du Mexique. Alors je ne sais plus si c'est l'Académie des sciences, mais en tout cas voilà, elle a quand même une médaille de son vivant de la part des Mexicains, ce qui est déjà très très bien, mais aux États-Unis, rien du tout. Elle va jamais se décourager. Elle meurt assez jeune, à 54 ans, en 1911, d'une pneumonie. Et je pense que voilà, elle fait partie de ces femmes pionnières en astro. Elle a vraiment marqué son époque. On parle encore d'elle aujourd'hui. Et parallèlement à toutes ces activités de scientifique, finalement, elle a été une femme, elle a mené aussi le combat un petit peu féministe avant l'heure, et voilà, je pense que beaucoup de femmes savantes, mais pas le côté péjoratif qu'on peut voir chez Molière, voilà, lui doivent beaucoup. Donc voilà, Williamina Fleming, quelqu'un dont il faut parler de temps en temps. Très bien, merci beaucoup Sébastien pour avoir ravivé la mémoire de cette astronome. On commence avec Cyril, ses Alpha Aurigide au maximum, le premier. Alors un maximum qui ne va pas être non plus extraordinaire parce que ce n'est pas un essaim extrêmement spectaculaire, je crois. Non, il y a un taux d'horaire de 6 par heure, donc c'est une toutes les 10 minutes. Ça ne va pas être vraiment extraordinaire. C'est pas la pluie, quoi. Non, c'est pas, ou une très faible pluie. Mais parlons quand même des étoiles filantes et notamment de leur origine. Est-ce qu'on connaît l'origine de celle-ci ? Oui, celle-ci, elle vient d'une comète qui a été découverte en 1911, qui s'appelle la comète Kiess. L'essaim, lui, a été découvert un petit peu plus tard, en 1935. Là. Et en fait, une particularité, c'est que c'est des étoiles filantes très rapides. Donc c'est dû en fait à la trajectoire au départ, enfin initiale des petites poussières qu'a perdu la comète en réalité, qui sont plus rapides, et ce qui fait que quand ça rentre dans l'atmosphère, c'est plutôt du 60 km par seconde et non pas du 25 km par seconde comme d'habitude. Donc vous avez pour ceux qui ont l'habitude d'observer des pluies d'étoiles filantes, on voit bien la différence entre celles qui vont très vite et celles qui on a l'impression qu'elles flottent dans l'air quand elles traversent le ciel, quoi. Donc ça vaut le coup quand même de l'observer, d'autant que c'est pareil, on est très proche de la nouvelle lune. C'est vraiment une occasion de regarder le ciel tranquillement. En plus, il commence à faire nuit tôt, enfin plus tôt. Et il fait peut-être encore bon. Et il peut faire bon le 1er septembre, voilà. C'est ça. Alors on passe directement à l'événement suivant, le passage de Mars dans le Taureau. Le 4, la planète rouge sera dans les parages d'Aldébaran et des Hyades. C'est à regarder aux jumelles ou à l'œil nu, Sébastien ? Les deux, mon capitaine, évidemment. Déjà à l'œil nu, parce que Mars se repère très bien à l'œil nu, Aldébaran aussi, les Hyades également. Hein. Donc les Hyades, étymologiquement, ce sont les nymphes de la pluie, c'est très poétique. Et les Hyades, c'est cet amas d'étoiles assez étendu, tellement étendu que bien souvent on ne se rend pas forcément compte que c'est un amas d'étoiles, et pourtant il s'étend sur un diamètre d'à peu près 6 degrés, et c'est vrai qu'avec une paire de jumelles il prend vraiment toute sa beauté. D'autant que l'éclat rouge de l'étoile Aldébaran prend vraiment toute sa beauté, et c'est intéressant là parce que vous pouvez aussi comparer un petit peu le rouge de Mars et le rouge d'Aldébaran. Ce sont deux corps célestes de nature donc totalement différente, parce que d'un côté on a une étoile, de l'autre on a une planète. Aldébaran, c'est la 13e étoile la plus brillante du ciel, j'espère que je dis pas de bêtises, magnitude 0,8, ça j'ai vérifié. Et la distance d'Aldébaran, c'est environ 65 années-lumière, donc c'est pas une étoile très très lointaine. Et bien sûr, je l'ai dit, c'est l'étoile principale de la constellation du Taureau. Mars, quant à elle, a son éclat qui continue d'augmenter. Je vous rappelle qu'on est toujours en route vers Mars. Ça pourrait faire le titre d'un livre ou d'un album de disques. Et donc, l'éclat martien a encore augmenté ces derniers temps. Là, on est à une magnitude moins 1,5. Et Aldébaran et Mars seront en ce début de mois à une distance angulaire de 4 degrés. Donc c'est pas très loin. Donc revenons un petit peu aux Hyades, parce que je pense que c'est un amas d'étoiles
qu'on néglige trop souvent. Souvent, on va être intéressé par les Pléiades qui ne sont pas très très loin. Les Hyades donc sont des étoiles relativement jeunes et surtout des étoiles assez proches de la Terre. Hein. C'est quasiment l'amas stellaire le plus proche de la Terre. La distance est d'environ 150 années-lumière. Il faut mettre ça en comparaison avec l'étoile polaire que tout le monde connaît. L'étoile polaire, c'est une étoile qui se trouve à 400 années-lumière. C'est pas très loin, mais c'est quand même 400 années-lumière. Donc tout ça pour dire que les étoiles des Hyades sont bien plus proches que l'étoile polaire si connue. Et dans les Hyades, on a quelques centaines d'étoiles avec une paire de jumelles. On se rend compte vraiment que les étoiles sont extrêmement nombreuses. Donc c'est vraiment un joli spectacle. Mon petit conseil d'observation, c'est de chercher à voir les Hyades aux jumelles quand le ciel est très sombre. Il ne faut pas que la lune soit dans les parages, de manière à bien apprécier chaque étoile qui constitue l'amas, et notamment les étoiles les plus faibles. Et puis bien voir aussi les couleurs, parce qu'on a quand même quelques étoiles colorées dans ce joli coin de ciel. Très bien, donc ça, ce sera pour le 4. La planète rouge dans les parages d'Aldébaran et des Hyades. On fait un saut dans le temps de 10 jours et on se retrouve le 14 avec la Lune qui occulte Uranus. Donc l'horaire dépend évidemment du lieu d'observation. Cyril, ce ne sera pas tout à fait la même chose, je crois, si on est à Nice ou si on est à Brest pour une occultation. Donc vous les Nice alors? Moi je veux bien les deux, mais... Alors allons-y. Non, moi je suis Cherbourg. J'ai pris aussi, en fait je vous connais par cœur depuis le temps. Oh. Mais bon, je suis obligé de failloter, je suis obligé de commencer par Nice, excuse-moi. On commence par Nice, j'ai pas vraiment le choix. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous avez expliqué ou vous voulez que je le fasse? Expliquez-nous tout, j'ai juste dit que la Lune allait occulter Uranus. Alors là c'est très mystérieux. Voilà, donc Uranus, donc la planète, on l'avait observé le mois dernier, donc petite tache un petit peu bleutée dans le ciel, un petit bleu vert un peu clair là. Et il se trouve que la Lune va passer juste devant, d'où le terme occultation. Alors effectivement, vous imaginez que en fonction de l'endroit où on est sur Terre, ça va pas se passer au même moment, c'est-à-dire ou même ça va pas se passer du tout pour certains, parce que tout simplement l'alignement, la Lune étant beaucoup plus proche, vous avez un principe un peu de parallaxe qui fait que tout d'un coup la Lune elle peut passer à côté, un peu comme une éclipse de soleil au final. Voilà, alors si vous êtes effectivement en France, il n'y a pas de problème, vous pourrez le voir. Alors commençons par Nice. Il faudra commencer être prêt bien avant 23h11, ça va être quasiment le début là, 23h11 et ça finira à minuit 8, donc dans la nuit du 14 au 15, on est bien dans la nuit du 14 au 15 septembre. Alors ce qui est amusant, c'est que sur Nice, en fait, ça passe quasiment au milieu de la Lune. C'est-à-dire que vous coupez la Lune en deux. Ça va être l'occultation la plus longue, en quelque sorte. Si vous passez... on passe tout de suite à Cherbourg, peut-être. Mais oui, parce que Sébastien n'en veut plus. Là. Donc là, il faudra que tu attendes un peu plus longtemps. C'est-à-dire que tu pourras appeler David un petit peu avant pour être sûr que ça a bien commencé. Sinon, tu peux aller te recoucher. Donc toi, c'est pas 23h11, c'est plutôt 23h24. Et par contre, ça finira après. Tu auras à minuit 16 pour toi. Si on passe à Brest, parce que je sais que ça intéresse aussi cette destination, David, donc ça sera plutôt vers 23h23 et ça finira à 0h14. Si on est puni, on reste à Paris, ça sera 23h21 et 0h16, la fin. Et j'ai pris la Corse aussi, en fait. Oui, bien sûr. Quand même, il faut prendre d'autres destinations. Avec un ciel tellement beau, tellement magnifique, voilà, un ciel noir. Sur mes notes, j'ai écrit Calvi, mais je crois que j'ai regardé Bastia, donc je suis pas très fiable là. Donc je crois que c'est quand même Bastia. Donc c'est 23h09 et minuit 8. Alors comment faire pour savoir la bonne heure, en fait? C'est plutôt ça ce qui est important. Donc vous avez plusieurs solutions. En fait, la solution la plus simple, c'est d'utiliser Stellarium, qui est un logiciel gratuit. Vous vous positionnez dessus, donc vous réglez vous réglez le lieu d'observation. Une fois que vous avez réglé le lieu d'observation, vous réglez la date et puis l'heure, et puis vous allez zoomer jusqu'à donc avoir Uranus plein cadre, et vous allez voir au moment où elle disparaît côté lune éclairée,
puisqu'en fait c'est pas une pleine lune, et elle réapparaît de l'autre côté sur le côté sombre. C'est ça ce qui est amusant, c'est-à-dire que vous allez voir en fait un petit morceau d'Uranus apparaître tout doucement sur la partie non éclairée de la Lune. Alors pour voir un petit morceau d'Uranus apparaître, il faut là pour le coup encore un télescope. Il va falloir, oui, ça sera plutôt un point effectivement. Donc ça sera plutôt un point qui va apparaître. Un point qui va apparaître soudainement du côté non éclairé de la Lune. Donc c'est quand même à observer dans la nuit du 14 au 15. Et merci pour tous ces horaires, Cyril. On passe au 17. Le 17, Neptune, encore une planète lointaine, encore plus lointaine. Elle passe à l'opposition. Sébastien, on a un peu parlé le mois dernier de l'opposition de Saturne. Parlons de l'opposition de Neptune. Pour ceux qui n'auraient jamais écouté nos éphémérides, rappelez-nous rapidement ce que c'est que l'opposition et pourquoi c'est un moment favorable pour observer les planètes. Oui, en clair, c'est la plus courte distance entre Neptune et la Terre, entre la planète et la Terre. L'opposition, elle est à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre, un peu comme une pleine lune finalement. Et pour aller très vite, à l'opposition, c'est aussi intéressant parce que la planète se lève quand le Soleil se couche et se couche quand le Soleil se lève. Autrement dit, on la voit briller toute la nuit. C'est plutôt pas mal. Alors Neptune reste une planète extrêmement délicate à observer. À l'œil nu, déjà, on ne peut pas. La magnitude est trop peu élevée. 7-8 de magnitude apparente, c'est quand même pas folichon. Une planète qui se trouve actuellement dans la constellation des Poissons. Une planète donc il faut débusquer avec un télescope, et si vous disposez d'un télescope d'au moins 200 mm d'ouverture avec un grossissement de au moins 300 fois, là vous commencez à distinguer le diamètre de la planète et sa coloration. Vous ne verrez aucun détail, vous ne verrez aucun satellite, mais en tout cas voilà, ça peut être pour le fun assez amusant de la débusquer. C'est aussi encore un test pour vos systèmes GoTo. Voilà, donc vous vérifiez votre GoTo, votre système automatique de pointage en mettant Neptune et vous regardez s'il y a bien quelque chose qui se passe dans le champ de l'oculaire. Donc voilà pour cette opposition fondamentale pour cette année. C'est vraiment l'observation de pas rater. Vous êtes moqueur. Mais en tout cas, il y en a une autre. Là, je pense, vous allez être d'accord avec moi. Le 5 jours plus tard, c'est Jupiter qui passe cette fois à l'opposition. Là, je pense qu'on peut un peu s'attarder sur cette planète puisqu'elle offre un disque, avoir un disque de presque 50 secondes d'arc. Alors là, même avec une petite lunette, Cyril, on peut distinguer des détails à la surface de Jupiter. Ah oui, là, on peut rester un bon moment. Et en plus, il va y avoir pas mal de choses à regarder le même soir. Là. Il se trouve que j'avais zappé cette rubrique-là. Donc là, je suis sur mon téléphone en train de regarder ce qui se passe et je suis obligé de vous décrire. Je suis obligé de vous décrire ce qui se passe directement là. Je suis sur l'appli en temps réel et je crois que je vais, j'y serai. C'est clair que j'y serai, puisqu'en fait, ce qui va se passer, c'est que à exactement 22h47, vous allez avoir la tache rouge de Jupiter qui va apparaître sous une des bandes nuageuses. Donc première chose, c'est donc sortir un télescope, le pointer sur cette planète, et si c'est une petite lunette, donc vous verrez des stries, tout simplement. Si vous commencez à avoir un télescope de 20 cm, vous allez avoir des détails, s'il est bien réglé. Je rajoute, il faudrait qu'on en parle un jour. On en parlera dans la prochaine rubrique. Un jour, oui, sur la collimation du télescope. Mais vous allez avoir effectivement les stries, des petites vaguelettes que vous allez voir apparaître. Vous allez commencer aussi à alors je sais pas si c'est imaginé ou si on les voit vraiment, mais des teintes colorées aussi, c'est-à-dire que des côtés un petit peu ocre très clairs. Et donc à 22h47, vous allez avoir cette tache qui va apparaître sur un bord de Jupiter et elle va disparaître, je regarde en temps réel, à 2h30. À 2h30, vous avez la planète qui va disparaître. Au même moment, ce qui va se passer, ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez aussi les 4 satellites galiléens à regarder. Donc vous avez une sorte de balai autour de Jupiter, et j'ai les doigts humides qui ne veulent pas décaler le smartphone, ça y est, c'est fait. Donc à ce moment-là, vous avez à 22h40, vous allez avoir Jupiter, donc l'apparition de la tache, et 4 satellites d'un même côté. Vous aurez Europe, Io, Callisto et Ganymède. Et si on avance dans le temps, Europe et Io se rapprochent de Jupiter,
Ganymède semble stagner mais en train de se rapprocher, et Callisto est en train de partir vers l'extérieur à l'opposé de la planète. Donc tout ça dans cette soirée du 22 septembre. Du 22 septembre. Le moment où Jupiter sera donc au plus près de la Terre. Bon, évidemment, ça veut dire qu'on peut commencer à l'observer avant, qu'on peut l'observer après. On est vraiment dans la période favorable pour observer la planète géante. Et puis c'est surtout que là, elle commence, donc c'est-à-dire qu'il fait nuit un petit peu plus tôt, vers minuit, donc vous l'aurez au maximum, au plus haut dans le ciel. C'est vraiment le bon moment. Très bien. Ce qui est chouette aussi avec Jupiter, c'est de mettre facilement en évidence son aplatissement. On voit clairement qu'elle ressemble presque plus à un ballon de rugby qu'à un ballon de foot, quoi. Et ça, c'est un truc qu'on peut facilement voir Effectivement. dans son instrument d'observation préféré. Alors, vous pouvez nous expliquer en 2 mots pourquoi Jupiter est aplati ? Elle tourne vite. Elle tourne vite, c'est tout simple. Elle tourne en 10 heures sur elle-même, je crois. Oui, voilà, exactement. Non, mais je cabotine, vous commencez à me connaître. Et effectivement, elle tourne très vite sur elle-même, une dizaine d'heures. Donc, une rotation hyper rapide. On rappelle aussi que Jupiter est une planète géante, gazeuse. Et donc, voilà, tous ces paramètres font que là, l'aplatissement est très prononcé. Mais comme d'ailleurs, la Terre est aplatie au niveau des pôles, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine chronique. Longtemps sur Terre, on s'est demandé si... Ou le Soleil. Voilà, ouais, exactement. Ou le Soleil, bien sûr. Donc, voilà, donc Jupiter a un aplatissement très, très, très facile à voir dans son télescope favori. Très bien, donc ça c'est autour du 22. Observer Jupiter, c'est vraiment le bon moment pour l'observer. Et là j'ai une pensée pour Jean-Luc d'Auvergne qui évidemment va nous faire des photos magnifiques depuis son balcon désormais mythique. Cyril, vous avez la parole car c'est désormais l'heure de la chronique photo. Chaque mois, vous nous invitez à réaliser une photo du ciel en nous accompagnant sur le chemin. Et ce mois-ci, quelle est votre suggestion ? Ce que je vous propose, c'est de faire un grand classique en fait. Donc là aussi, c'est un peu pour les débutants parce que les habitués l'ont déjà fait multe fois. Donc c'est prendre Andromède, la galaxie d'Andromède en photo. Donc pour la repérer, vous repérez Cassiopée. Et sous Cassiopée, vous avez cette petite tache un petit peu ovale là, qui est la galaxie d'Andromède. Qu'on voit à l'œil nu très bien. On voit facilement à l'œil nu. Et puis en septembre, enfin déjà en milieu de nuit, en août, on la voit bien. Et en septembre, c'est encore plus facile. Donc là, c'est l'occasion de sortir au moins un téléobjectif de 20 cm, enfin de 200, ou un 180. Idéalement, en fait, ce que je vous propose de faire là, c'est de mettre ce téléobjectif sur une petite monture équatoriale. Alors ça peut être une grosse monture équatoriale, mais ça peut être aussi souvent maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ont des petites montures de voyage, et ça s'y prête particulièrement bien. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis en station, on en avait parlé il y a quelques mois, la monture, vous allez pointer donc avec l'appareil et le téléobjectif la galaxie. Une fois que ça c'est fait, il va falloir vous mettre de nouveau en RAW, donc les fichiers bruts sur l'appareil photo. Vous allez monter un petit peu en sensibilité en mettant 1600, 2000 ISO. Vous allez faire des pauses, alors ça va dépendre si vous avez un déclencheur ou pas de déclencheur, mais au moins 30 secondes, parce que là vous avez un suivi, donc vous pouvez faire, en général les boîtiers ont une limite de 30 secondes, mais si vous avez un déclencheur, vous pouvez pousser un petit peu plus. Et vous allez en fait faire plusieurs fois la même photo. C'est ça le but du jeu. C'est-à-dire que l'idée là, c'est d'additionner par la suite, de stacker, on dit, les images. Donc, vous allez faire plusieurs fois la même photo. Vous allez prendre soin de faire attention à la mise au point. Et une fois que ça c'est fait, une fois rentré chez vous, vous allez pouvoir installer sur un ordinateur un logiciel qui s'appelle DSS, Deep Sky Stacker, voilà, D-Star Stacker, et qui vous permet en fait d'additionner les images. Donc si vous le faites simplement, c'est juste en prenant plusieurs fois la même image, vous allez les mettre dans ce logiciel et lui dire la façon dont vous allez additionner ces images. Donc en général, on coche le côté médiane et ça fait une sorte de petite moyenne médiane là, et vous allez avoir tout de suite une galaxie qui est magnifique.
Très bien, donc ça a l'air là encore facile. Est-ce qu'il y a quelque Non, chose là c'est que vous vraiment nous auriez facile. Non, pas c'est dit super facile. Non, ce que j'ai pas dit, c'est que on peut compliquer les choses. C'est-à-dire que faire des photos de noir, etc., pour retirer les petits pixels. Mais ça, faire ce des sera dans flashs, une mais deuxième c'est- étape. oui, Quand on c'est est une deuxième content de sa étape. première Voilà, c'est ça. photo, Commencer tranquillement. on peut et ça marche essayer bien. d'aller plus loin. Très C'est-à-dire bien. qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que juste en faisant ces images et en éditionnant, ça marche tout de suite. C'est Et magique. Et ça, c'est beau d'avoir un Et c'est résultat. pas grave s'il y a des satellites qui passent, etc. Le logiciel les retire. Parce que Magnifique. ça arrive de plus en plus. C'est plus compliqué d'avoir une photo sans un truc qui passe devant que d'avoir une photo. Dans quelques années, on risque ça d'avoir, va être dur. on risque d'avoir du mal. de plus effectivement. en plus dur. Là. Nous approchons de la fin de cette émission. Cyril, Sébastien, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur. Un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome. Sébastien, à vous l'honneur. Moi, j'aime bien, à cette époque de l'année, reparler un petit peu de l'équinoxe et du ciel d'automne qui arrive enfin. En fait, je veux faire un aveu, j'aime pas trop l'été. Sur le plan astronomique, je préfère l'automne ou l'hiver. Les nuits sont plus longues, il y a beaucoup de choses à observer. Et là, je suis content. Voilà, l'automne, enfin, on passe l'équinoxe et ça veut dire aussi quelque part que la nuit devient plus longue que le jour. Donc voilà, c'est un peu la saison des astronomes, je crois, qui débute, avec justement la promesse de longues observations. Le retour, par exemple, en fanfare de la constellation d'Andromède pour les personnes qui commencent vraiment à observer le ciel. Il est bien sûr la fameuse galaxie M31 à observer. Et je pense que tous les astronomes amateurs aiment la retrouver. Alors c'est certain, M31, on la voit déjà depuis la fin de l'été, mais à l'automne, voilà, on la voit briller toute la nuit. Elle est quasiment circumpolaire sur tout le territoire national. Ça veut dire que elle peut rester au-dessus de l'horizon quasiment toute la nuit de toutes les nuits de l'année. Mais c'est vraiment à cette période automnale qu'elle est la plus intéressante à voir. Pas très loin, on va pouvoir regarder d'autres galaxies comme M33. On va s'intéresser aussi à des étoiles variables, comme je pense pas à Mira dans la constellation de la Baleine, une étoile dont l'éclat varie tellement que un coup je la vois, un coup je la vois pas. Alors entre les deux coups, il se passe quand même presque un an, mais il n'empêche que voilà, c'est une étoile assez intéressante à observer. Et donc voilà, à l'automne, vous avez tout un tas d'objets à observer, et donc c'est le bon moment pour vous mettre à l'astronomie, parce que bien souvent on entend que l'été, le ciel peut être propice à la balade céleste, mais le souci c'est que la nuit commence très tard, on n'est pas forcément en vacances sur toutes les nuits de l'été, et là, arrivé à l'automne, eh bien voilà, c'est plus raisonnable, on peut commencer une observation assez tôt en soirée et finalement finir cette observation relativement tôt aussi, à 22h ça peut être terminé, vous allez vous coucher et le lendemain hop vous êtes vaillant pour aller travailler chez Ciel Espace, à Universcience ou encore n'importe où. Et donc voilà, c'est plein d'avantages d'observer à l'automne. N'oublions pas aussi à l'automne l'observation des étoiles filantes, je pense bien sûr aux Léonides, visible au mois de novembre, qui voilà, ça fait partie des plus belles pluies d'étoiles filantes visibles au cours de l'année. Et donc voilà, donc pour moi c'est la promesse de plein de choses. Voilà, je préfère vraiment le ciel d'automne à celui de l'été, voire même du printemps. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai bien envie de vous retrouver les copains voilà, sous le ciel, sous le vrai ciel des nuits d'automne. Mais oui, le ciel d'automne est magnifique et je crois que Cyril dira la même chose. Oui, je confirme. En plus, il y a l'arche de la Voie lactée, il y a des nouveaux trucs à faire. Et puis, il fait nuit un peu plus tôt, il fait nuit noire surtout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre 2h du matin, donc ça a tous ses avantages. Et puis, il y a un autre avantage, il y a moins de feuilles aux arbres. Et donc, ça fait des plus belles masqué. photos. Ça fait des plus belles photos. Et oui, j'avais pas pensé à ça. Bien joué, Cyril. Parfait, donc cette déclaration d'amour de Sébastien Fontaine pour le ciel d'automne. Quel est votre coup de cœur, Cyril ? Le ciel d'été. Non, c'est pas vrai. donc moi, c'est la dernière opération de l'été de l'Association française d'astronomie. Et elle se passe pas loin de vos bureaux, David, puisque c'est au Parc Montsouris et à la Cité universitaire. Donc vous vous souvenez, on en avait parlé il y a 2 mois, je pense. Il y avait tout l'été en fait des observations dans les parcs et dans les jardins de Paris. Oui, donc, Paris sous les étoiles. Voilà, venez observer les étoiles. Et donc on retrouvait des opérations au but de Chaumont, à la Chapelle Charbon, au Jardin des Halles, etc., au Parc Montsouris évidemment. Et pour cette dernière opération, forcément il fallait un événement
marquant. Et cet événement marquant, c'est la rentrée des classes. Donc, ce qui est un petit peu dur pour les enfants. Donc, on leur propose en fait une journée spéciale pour eux. Ça sera le samedi 3 septembre. Au Parc Montsouris, à la cité universitaire. Donc tous les renseignements sont à prendre sur le site Association France. www.afastronomie.fr, le site de l'AFA. Bien sûr. Et donc vous allez avoir à la fois des ateliers, donc vous construirez des cartes du ciel, vous jouerez avec les télescopes, vous jouerez aux planètes, vous découvrirez les planètes magiques, vous ferez pas mal d'ateliers toute la journée, et puis le soir, une observation du ciel. Très bien, donc c'est le 3 septembre pour les petits Parisiens qui se prépareront à la rentrée des classes. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Les éphémérides radio de Ciel et Espace s'achèvent pour ce mois-ci. Merci à Cyril Birnbaum et à Sébastien Fontaine. Merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Nous vous donnons rendez-vous au mois d'octobre. D'ici là, songez bien sûr à vous abonner ou vous réabonner à Ciel et Espace. À très bientôt à l'écoute de nos podcasts.